Madame et messieurs, bonsoir et bienvenue à Pourquoi vous? Pourquoi vous? C'est votre émission qui met en lumière les nouvelles idées et propositions spécifiques de candidats aux élections du 20 décembre 2023. Comme vous le savez, nous sommes en plein campagne électorale et pendant cette période, Geopolis TV s'est proposé de donner la parole à ces candidats pour qu'ils présentent leurs offres politiques. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir une candidate. Il s'agit bien de Madame Marie-Claire Assoumini. Madame Marie-Claire Assoumini est candidate députée nationale à la circonscription de la Lukunga. Elle est le numéro 796. Nous avons donc le réel plaisir de la recevoir sur ces plateaux. Elle est là. Bonsoir Madame Marie-Claire. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'être là sur notre plateau. C'est à moi de vous remercier. D'accord, je ne suis pas seul comme journaliste, je suis accompagné de mon confrère Fiston Oleko avec qui nous avons pris l'habitude de présenter cette émission Pourquoi vous? Bonsoir Fiston. Bonsoir Jojo Moulamba, j'en profite aussi pour saluer notre invité. D'accord, notre invité aujourd'hui c'est une dame, c'est pas un homme, on n'a pas eu vraiment l'habitude de recevoir des femmes candidates sur ces plateaux. Alors Madame Marie-Claire, je viens de les dire, de l'annoncer, vous êtes candidate à la députation nationale de la circonscription de la Lukunga. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons qui vous ont poussé à postuler? Pourquoi avez-vous postulé? Ok, avant de vous dire les raisons, vous m'avez présenté, mais moi-même je peux aussi me présenter. Justement. Allez-y. Alors, c'est Madame Marie-Claire Assoumini Rachidi, candidate numéro 796. Je suis une femme, je suis mère de famille et je suis grand-mère. Je suis licenciée en économie. Je travaille dans une des directions du ministère des Finances et j'ai choisi aussi de faire la politique. Alors, dans mes premiers pas en politique, je suis entrée parce que j'étais attirée par des personnes autour de moi qui voyaient en moi des potentialités pour dire que tu peux faire quelque chose. Et c'est ce qui m'a poussée à m'engager aux élections de 2011 comme candidate. Donc c'est pas une première alors? Ce n'est pas une première. Je suis allée comme candidate en 2011 au Maniema. Je n'ai pas eu gain de cause. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai abandonné parce que 2011, donc en 2013, je me suis engagée dans un parti politique où j'ai évolué pendant 9 ans durant. Donc j'ai été secrétaire général dans ce parti-là et c'est au mois de février de cette année que j'ai quitté le parti parce que je voulais exercer mon indépendance par rapport aux échéances qui arrivaient. Alors, dites-nous, pourquoi vous avez postulé maintenant? Maintenant, pour moi, je trouvais que c'était le moment opportun pour moi de pouvoir postuler. J'ai analysé la situation politique, je n'ai pas été en 2018, mais cette fois-ci, je me suis dit, si en 2018, mon parti n'a pas participé aux élections, cette fois-ci, en tant qu'indépendante, je peux participer parce que la loi électorale a donné aussi l'opportunité aux indépendants de pouvoir donc postuler. C'est comme ça que j'ai postulé également. Parce que j'ai des idées, j'ai des pensées, je voudrais quand même apporter ma petite contribution à cet édifice qui est appelé la République démocratique du Congo. Et une pensée aussi pour lutter afin que le Congo puisse devenir un pays normal. Nous allons revenir sur vos idées, toujours au cours de cette émission, mais puisque vous postulez à la députation nationale, comment voyez-vous le rôle du député national en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, le rôle du député national n'est pas ce qu'on attend réellement de lui. Ce qu'on attend du député national, c'est voter des lois qui peuvent booster à ce que le gouvernement puisse bien travailler, pousser le gouvernement à travailler. Mais avec la députation qui vient donc les 5 ans qu'on vient de passer, on n'a pas senti le contrôle parlementaire. On n'a pas senti le contrôle parlementaire parce qu'avant, quand on parlait de contrôle parlementaire, on sentait par exemple les entreprises bouger parce qu'il y avait des contrôles parlementaires. Mais est-ce que cette fois-ci il y a eu des contrôles parlementaires? Je ne pense pas. Donc le député n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il était là, bon, il a travaillé, mais ils ont fait voter combien de lois? On ne sait pas. Donc moi personnellement, je n'arrive pas à faire le décompte des lois qui ont été votées en faveur de la population.
Donc nous avons besoin d'une législature qui va amener le pays à bien décoller. Parce que le gouvernement, oui, il y a le président de la République qui a un programme, mais il y a l'Assemblée nationale et le Sénat qui sont là pour pousser à ce que le gouvernement puisse travailler pour amener le pays à une bonne reconstruction. Et qu'est-ce qu'on peut changer de l'image de l'homme politique congolais? Vous pensez qu'il y a quelque chose à améliorer ou bien non? Oui, je le pense. C'est pourquoi je suis allée en indépendante. Parce que le député qui est là au Parlement, ce n'est pas qu'il est mauvais, qu'il n'est pas intelligent ou qu'il ne sait pas travailler ce qu'il doit faire. Mais c'est parce qu'ils sont contraints à faire ce qu'ils ne veulent pas. Le député qui est là, il est sous l'autorité morale de tel ou tel autre chef. Parce qu'il a été élu sur une liste, parce qu'il y a une autorité morale au-devant de lui, il doit obéir à cette autorité morale. Moi, j'ai choisi d'être indépendante parce que je refuse d'obéir à une autorité morale quelconque qui peut m'obliger à faire ce que je ne veux pas. Mais à l'Assemblée nationale, Si il y a toujours cette si je suis élu du groupe qui s'impose. Laissez-moi terminer ma pensée. Si je suis élu, je serai élu comme Marie-Claire Assoumini et non pas parce que je suis derrière tel ou tel candidat, président ou tel candidat, chef de regroupement. Je serai élu comme moi. Et à ce moment-là, j'aurai la liberté de choisir quel camp je peux appartenir. Opposition majorité. Opposition majorité. Si dans la majorité, ils évoluent dans la même pensée que moi, pourquoi ne pas aller avec eux? Si dans l'opposition, dans la majorité, je ne me retrouve pas, directement je me retire, je n'aurai pas de contraintes. Si je me retire, je n'ai pas de contraintes, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, donc je vais évoluer selon mes pensées. Donc pas selon ce qu'on me dicte. Parce qu'il y a des fois, vous voyez, à l'Assemblée nationale, il y a des propositions, des lois qui sont bonnes, où tout le monde peut adhérer en majorité. Mais parce que ça ne plaît pas à une certaine catégorie ou à la majorité, on rejette la loi, on rejette la décision, parce que là, il y a un mot d'ordre. En ce moment-là, moi, je n'aurai pas à respecter le mot d'ordre de quelqu'un. C'est pourquoi je suis indépendante. Fiston Lego. Merci beaucoup, Madame Marie-Claire. Aujourd'hui, vous êtes candidat à la députation nationale à Lukunga. D'abord, je vais poser cette question. Est-ce que le fait d'être candidate députée nationale, c'est un privilège ou bien c'est une responsabilité pour vous? Il n'y a pas de privilège dans ce travail-là. C'est une responsabilité. Parce que pour être candidat, si c'était quelque chose où on pouvait me nommer, j'allais dire que c'est un privilège. Mais c'est une responsabilité parce que nous allons vers la population pour solliciter le suffrage. Nous allons vers une population qui va nous faire confiance. Et cette confiance-là, il faut savoir la préserver. Parce que lorsqu'on perd confiance en quelqu'un, alors là, vous savez, 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Ça s'effrite comme de l'air, comme du vent. On peut penser qu'on a 5 ans pour faire n'importe quoi, mais dans les 5 ans qui viennent, vous devez rendre compte de ce que vous avez été, de ce que vous avez fait. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une responsabilité. Le candidat ne doit pas penser qu'il est au-dessus de cette population vers qui il s'en va. Au contraire, moi, j'ai dit dans mes allocutions, j'ai dit que nous venons vers vous, la population, c'est pour faire notre demande d'emploi. Le député, il fait sa demande d'emploi devant la population. C'est la population qui vous donne le mandat, c'est la population qui vous envoie travailler pour elle. Voilà pourquoi c'est une responsabilité. Donc, ce n'est pas un privilège pour moi d'être candidate. Et nous avons, pour ce cycle électoral, près de 25 000 candidats députés nationaux. Quelle est la touche particulière de Madame Marie-Claire Assoumini? Madame Marie-Claire Assoumini veut être la voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Je vais parler pour... La voix de son voix. La voix de son voix. Parce que nous sommes autant de millions, on ne connaît même pas le nombre exact de la population de notre pays. Tantôt on parle de 80 millions, tantôt c'est 110 millions, tout ça. Je vais être cette voix-là qui va parler pour les billions de Congolais. Pour parler des intérêts de la population, les intérêts des vulnérables,
Les vulnérables, c'est nous tous les Congolais qui n'avons pas droit à la parole. C'est ça, ce sont ceux-là les vulnérables. Dans ces vulnérables, il y a les femmes, il y a les enfants, il y a les militaires, il y a les policiers, il y a tout le monde qui est là-dedans. Moi, je vais être cette personne-là qui va porter la voix de ces personnes-là, parler pour eux, défendre les intérêts de la population, défendre ce qui ne va pas au sein de la population. Je peux prendre par exemple un exemple. Moi, j'ai dit, si j'accède à l'hémicycle, je vais plaider pour les allocations familiales, qui n'existent pas dans notre pays. Un fonctionnaire n'a pas des allocations familiales. Tel que vous le voyez là, il a seulement son salaire. Et ce salaire-là qui est minime. Alors, il n'a pas de transport, il n'a pas de logement. On parle souvent des primes. Les primes, là, c'est par rapport au travail, par rapport au travail quotidien. Mais dans le revenu de chaque Congolais, il doit y avoir des allocations familiales. Les primes, ça peut s'arrêter. Mais les allocations, on peut même les donner. C'est un droit, on peut les donner aux ménages, par exemple, pour soutenir la vie des enfants. Aujourd'hui, nous envoyons les enfants à l'école. On ne sait pas... Oui, c'est vrai, il y a la gratuité. Parce que je sais que vous allez me poser la question parce qu'il y a la gratuité. Mais on vous dit, amenez votre enfant à l'école. Cet enfant n'ira pas nuit à l'école. Justement. Il a besoin de cahiers, il a besoin de bics, il a besoin des habits pour aller, des uniformes, de tout le nécessaire pour aller à l'école. Si les parents n'ont pas les moyens de lui fournir tout cela, comment est-ce que cet enfant va aller dans de bonnes conditions à l'école? Sinon, il fait l'école buissonnière. Lorsque les autres ont des uniformes propres, lui, il va s'arrêter en route et dire, moi, je ne vais pas là-bas parce que je n'ai pas de chaussures pour aller à l'école. C'est un problème. Justement. Alors, les parents, s'ils ont cette allocation familiale conséquente, parce que là où moi je travaille, parce que je travaille quelque part, je suis cadre de direction, on paye à une épouse, si vous êtes marié, on donne à votre épouse 3 000 francs mensuels comme allocation familiale. Vous voyez un peu que c'est scandaleux. On paye à un enfant 6 300 francs. Vous pensez qu'il faut majorer, il faut pas majorer, il faut tenir compte de la vie des Congolais. Nous disons que nous sommes dans un pays riche. Où est la richesse du Congo si les Congolais doivent vivre aussi pauvres que nous le sommes? Mais qu'est-ce qu'on produit pour qu'il y ait une redistribution? Il y a moyen de produire. Parce que nous avons, maintenant au Congo, là, on ne parle que des millions. Et tous ces millions-là, est-ce qu'on ne peut pas les redistribuer à toute la population? Et si seulement si le gouvernement pouvait faire un contrôle rigoureux dans tous les domaines où il y a la production, je pense qu'on peut donner à chaque Congolais une vie décente. Donc il y a déjà une loi dans les tiroirs par rapport aux allocations familiales. Oui, ça vraiment, ça sera mon cheval de bataille. Mais puisque vous parlez de la voix de vulnérables congolais, oui. Mais il y a de ces vulnérables qui dénoncent le train de vie des institutions de la République. Qu'en pensez-vous? Il faut aussi voir là aussi avec les députés, le Parlement, ils réduire un peu leur train de vie. Je vais en arriver, je vais parler de cela. Par rapport à ce que je disais là, par rapport aux lois, donc il y a d'abord les allocations familiales, j'ai pensé aussi à ce qu'on pouvait aider les étudiants congolais. Comme ils viennent de ces familles vulnérables, ne fût-ce que ceux qui sont dans les classes terminales, si on peut commencer par cela, à leur accorder, à louer une bourse d'études dans les classes terminales. Ça a existé pour tous les étudiants dans le temps. Mais aujourd'hui, on peut dire que non, on n'a pas assez de ressources. Mais on peut commencer d'abord par les classes terminales parce que ça pose des problèmes aux familles. Quand vous avez un enfant qui arrive en deuxième licence, ça devient un problème de la famille où tout le monde doit chercher comment contribuer, cotiser pour que l'enfant puisse terminer ses études. Donc, je vais me battre pour les allocations familiales, pour les étudiants finalistes. D'abord, ça peut venir progressivement. Et ensuite, voir comment on peut accorder une restauration aux étudiants qui seront logés normalement dans les campus universitaires. Les universités officielles, pas toutes les universités. Alors, à la question de savoir
le train de vie des institutions. Mais il y en a déjà qui ont levé les voix pour réduire le train de vie des institutions. Moi, personnellement... Ce n'est pas encore traduit en acte. Hein. Ce n'est pas encore traduit en acte, mais il faut qu'on en parle. Il faut pousser encore. Il faut pousser encore. Hein, il faut réduire. Hein. Pourquoi, député que je serai, je dois toucher 21 000 $ et que le huissier de la fonction publique touche 100 $? Un écart. Un écart considérable. C'est ce qui produit les rébellions, les révoltes dans notre société. Hein? Donc quand vous êtes député, tout le monde a les yeux braqués sur vous parce que vous devez répondre aux besoins de toute la population, de toute la communauté. Est-ce que ce serait normal que chaque jour que vous vous réveillez le matin, vous avez des gens devant votre porte pour vous demander de qui enterrer un cadavre, de qui donner les soins médicaux, payer les études? Ce n'est pas du tout normal. Ce qui serait normal, c'est que lorsque je suis député, je gagne 21 000 $, le huissier congolais, on lui donne ne fût-ce que 2 000 $. Hein? Merci beaucoup, Madame Marie-Claire. Eh ben, vous avez dit que vous êtes candidate indépendante, mais nous avons aussi ça c'est d'un côté. De l'autre côté, nous avons la loi électorale qui ne donne pas beaucoup de chances aux candidats indépendants. Comment expliquer votre stratégie? Parce que si vous êtes dans une liste, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un siège, mais que quand vous êtes indépendant. Comment expliquez-vous cette stratégie que vous avez? Ne croyez-vous pas qu'une personne seule peut ravir plus de voix qu'un regroupement? C'est possible. Moi, je le crois, c'est possible. Parce que les listes électorales ont été conçues pour avoir le seuil électoral. Justement. C'est comme ça qu'on retrouve sur certaines listes des noms de personnes qui ne sont pas intéressées par le vote, par le scrutin, par la politique. Parce qu'il fallait compléter la liste. On a pris des gens par de gauche à droite pour compléter la liste. Et surtout, on a pris beaucoup de femmes pour que les listes ne payent pas la caution. Alors moi, en tant que tel, j'ai voulu m'assumer, assurer mon indépendance. J'ai payé ma caution comme indépendante. Ce n'est pas parce que je suis indépendante et je suis femme que je n'ai pas payé la caution. Non, les indépendants, tous les indépendants qui sont sur les listes électorales ont payé leur caution. Okay. Moi aussi, j'ai payé ma caution. Donc, je n'ai pas voulu de ne pas chercher à entrer sur une liste pour ne pas payer. Non, il faut d'abord s'assumer. Hein? Et si je l'ai fait, c'est pour montrer la détermination que j'ai à pouvoir servir le pays. Je suis vraiment déterminé à apporter ma petite pierre à l'édifice qui est Congo. Hein? Nous voulons construire le Congo, mais il faut y aller avec des personnes déterminées, des personnes capables, des personnes qui peuvent amener une chose nouvelle dans la reconstruction de notre pays. Bon, une petite question comme ça, à répondre de manière un peu directe. Bon, vous voyez déjà député national, oui. Une fois au Parlement. Maintenant là, est-ce que vous voyez déjà une formation ou bien une plateforme dans laquelle vous vous sentirez à l'aise maintenant? Non, maintenant non. Donc vous attendez le moment venu. J'attends le moment venu. Merci beaucoup. Oui, j'attends le moment venu parce que pour le moment, je ne vois pas. Okay. Hein? Je ne vois pas, rien ne m'inspire confiance. Okay. Hein? Vous voyez, nous sommes des hommes. Hein? Les hommes, mais moi, j'ai toujours dit que je ne fais pas confiance aux hommes. Pas les hommes en pantalon, mais les hommes en général. Les hommes H. Donc, je ne fais pas confiance aux hommes, je fais confiance en Dieu. Hein? Avant de m'adhérer à telle ou telle autre plateforme, je verrai là où je parlerai du Saint-Esprit, va me conduire, va me guider. Parce que tout ce que je fais, je le fais avec Dieu. Ok, merci beaucoup. Ouais. Madame Marie-Claire Assoumini, vous êtes candidate, je rappelle, à la circonscription, candidate députée nationale à la circonscription de la Lukunga. Vous êtes candidate au numéro 796. Ouais. Vous avez tout à l'heure souligné que vous travaillerez pour l'allocation qui est allocation familiale. Mais quelles sont les véritables problématiques qui se posent dans votre circonscription, puisque vous avez déjà parcouru plusieurs coins de cette circonscription. Le Kunga, vous avez été à Mongafula, vraiment dans le coin le plus reculé de ces communes-là. Mais quels sont les vrais problèmes qui se posent là? Est-ce que ce sont le problème des allocations familiales seulement, ou bien il y en a d'autres? Vous savez, quand on est député national,
on parle pour toute la nation. Il ne faut pas seulement se baser sur votre circonscription électorale, parce que les décisions qu'on aura à prendre au niveau du Parlement concerneront toute la nation congolaise. Mais dans le Kunga, il y a beaucoup de défis à relever. Il n'y a pas assez de routes. L'accessibilité est difficile. Il y a des coins où je suis allé, j'ai dû laisser mon véhicule à plus d'1 kilomètre, parce qu'il faut faire le pied, il n'y a pas d'accès. Hein? Même avec la moto, c'est difficile d'y arriver. Hein? Il y a d'autres coins, il n'y a pas... Donc c'est comme si les gens ne vivaient pas à Kinshasa. Mais ils sont toujours à Kinshasa. Ils sont à Kinshasa. Ils vivent en dehors de Kinshasa. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable. Hein? C'est un calvaire pour la population. Hein? Donc toutes ces choses-là, il faut voir comment amener le gouvernement à pouvoir desservir cette population-là avec les érosions que nous connaissons, comment aussi trouver des solutions pour les érosions dans la circonscription de Lukunga. Vous allez à Mongafula, il y a des têtes des érosions, il y a des érosions. Hein? Vous allez en Ngaliema, c'est la même chose. Hein? Peut-être à Gombe, il n'y a pas les érosions, à Kitambo, à Barumbu, mais ici, il y a aussi les problèmes d'insalubrité. Ce sont des problèmes. Hein? Vous passez même là où il ne devrait pas y avoir l'insalubrité, vous trouvez des poubelles publiques en plein centre-ville de Kinshasa. Vous trouvez des marécages, je dirais, donc en pleine ville de Kinshasa, à la Gombe. C'est inacceptable. Il y a des problèmes à régler dans le Kunga, et des problèmes véritables, parce que dans le Kunga, il y a la commune de Kinshasa, il y a la commune de Kitambo, la commune de la Gombe, et Barumbu avec Bon Marché. Ce sont des communes qui sont des miroirs de la ville de Kinshasa, qui doivent être bien salubres. Mais vous ne pouvez pas passer dans certaines avenues de la commune de Barumbu. Hein? Vous ne pouvez pas passer dans certaines avenues de la commune de Kinshasa. Est-ce que vous avez déjà été au marché central? C'est impossible. Tous ceux qui avaient comme commerçants au marché central se sont déversés dans les rues environnantes. Et là, c'est une catastrophe naturelle. Je me dis toujours que s'il y a catastrophe naturelle, s'il y a une épidémie qui entre dans cette ville, on va compter des millions, pas des milliers, des millions de morts. Parce qu'il y a, je ne sais pas comment... Promiscuité, il y a la saleté, il n'y a pas... Donc, les gens vont sur la boue. Comment pensez-vous qu'on peut résoudre ces problèmes? C'est avec... Donc, le gouvernement devra travailler avec le gouvernement provincial. Surtout, qui doit amener une politique de pouvoir d'abord, je ne sais pas, améliorer les artères. C'est ça, tout le travail même de contrôle. Le travail de contrôle. Donc les artères de la ville de Kinshasa doivent être réhabilitées pour permettre une circulation fluide. Et à cela, il faut amener un salongo, comme c'était au temps du maréchal, où il y avait un salongo chaque samedi. On dit à partir de telle heure à Kinshasa, l'opération d'assainissement a été lancée, l'opération Kinshasa. Où ça se passe où? C'est à Kinshasa. Ok, peut-être. Ça se passe à Kinshasa, dans quel coin, je ne sais pas. Moi, dans mon coin, j'essaie d'organiser, et je l'ai fait, ce n'est pas seulement à cause de la campagne. J'ai toujours eu l'idée de faire chaque jour le curage de la canalisation qui passe devant chez moi, pour essayer de dégager les bouteilles, tous ceux qui peuvent amener des inondations. C'est un travail que je fais chaque fois que les moyens, j'ai quelques moyens, on le fait. La salubrité. Et tout ce qu'on dégage comme saleté, la ville de Kinshasa, elle les jette où? C'est un problème. Les poubelles publiques. C'est vrai, il y a des gens qui passent, vous payez, ils ramassent. Je vois des petits véhicules là à 3 roues qui circulent pour ramasser les poubelles, les immondices. Ils les jettent où? Bon, il y a à Delvaux, vous avez déjà été sur cette route-là, route de Matadi pour monter vers Lupin, au niveau de la place de Kimbanguiste là. Est-ce que vous sentez les odeurs qui se dégagent à ce niveau-là? Donc vous considérez qu'il y a beaucoup à faire encore Il y a beaucoup à faire à Lukunga. Mais qu'est-ce qui a été fait à Lukunga qu'on peut consolider aujourd'hui?
Je ne sais pas de compter tout ce qui a été fait à Lukunga. Je ne sais pas. Parce que l'eau potable, c'est un problème, un calvaire. J'habite dans un quartier qui n'est pas reculé, hein, tout proche de la Gombe, hein, mais il arrive qu'on fait 3 jours, on n'a pas de l'eau. L'électricité, c'est aussi un calvaire. C'est aussi un problème. Calvaire, ouais. Hein? Donc vous passez la journée, vous n'avez pas d'électricité, on vous le rétablit vers peut-être 20 heures, et quand vous vous réveillez à 5 heures du matin, il n'y a plus d'électricité. Ça a été déjà coupé. Ça a déjà été coupé. Pourquoi on le coupe? On ne sait pas. Hein? Moi, j'ai perdu certains appareils électroménagers à cause de l'électricité. Hein? Donc vous vous réveillez, comme ça, il y a la télévision qui a pété. Vous vous réveillez, vous regardez le congélateur, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne plus. Vous allez voir donc le réchaud, la cuisinière, qui a été, donc avec les enfants, peut-être utilisé quand il n'y avait pas un courant, donc avec les voltages normaux, les plaques pètent. Donc tout ça, c'est un problème. Ce sont des problèmes. Des populations, oui, tous les jours. Il n'y a pas un seul coin de Lukunga, on va vous dire que Lukunga, ça, c'est bien. Les courants là ne respectent même plus la commune de la Gombe. Les problèmes d'électricité. Ici, vous ne connaissez pas des problèmes d'électricité? Madame, puisque le rôle du député national, c'est aussi de légiférer, mais la RDC, nous avons des lois. Ouais. Mais il y a aussi des secteurs où ça demande des lois, bien évidemment. Que pensez-vous à votre niveau? Est-ce qu'il y a des lois que vous pensez qu'il faut ajouter par-dessus l'arsenal juridique que nous avons, ou bien vous pensez qu'il faut modifier certaines lois? Que pensez-vous vraiment dans ce secteur-là, les législatifs? Est-ce qu'il y a des lois à modifier, des lois à ajouter, ou bien il y aura bien sûr des lois à ajouter, et on pourra aussi voir comment modifier certaines lois, telles que par exemple les passages de notre constitution en ce qui concerne la souveraineté de notre pays qui pouvaient être cédés, hein, en partie aux organisations régionales et tout ça, il faut revoir. Hein? La souveraineté dans un monde globalisé. Oui, non, le monde globalisé, là, vous n'allez pas partir en Belgique aujourd'hui, vous vous établissez là-bas, vous faites n'importe quoi. Un monde globalisé, chaque pays doit se protéger. On parlait de la nationalité congolaise. Là, je n'ai pas encore abordé la nationalité et je ne vais pas rentrer dans ce problème, dans ce débat de la nationalité. Hein. Mais ce qui est vrai, que le problème de nationalité avait déjà été mis même dans la constitution du temps du maréchal Mobutu, il y avait un article qui parlait de la nationalité. Mais moi, je parle des lois qu'il faut modifier d'abord. Pour parler de la nationalité, il faut aussi voir les autres aspects de notre constitution. Hein? Il faut aussi voir les autres aspects de notre constitution. Il y a aussi cette question de la double nationalité. La double nationalité, moi je ne pense pas... Si vous voulez... Qu'on ouvre bien qu'on... Là, on peut ouvrir on n'ouvre pas pour la double nationalité. Ou vous travaillez pour le Congo, vous travaillez pour le pays que vous avez choisi. Donc vous êtes pour une nationalité. Une nationalité pour un Congolais, exclusive. Pas 2 nationalités à la fois. Monsieur le journaliste, si aujourd'hui on vous accorde 2 nationalités, vous êtes ici au Congo, vous travaillez. Dès que vous volez au Congo, vous franchissez la frontière, vous brandissez votre autre nationalité. Et votre pays, de l'autre côté, vous réclame. Vous pensez que c'est tout à fait normal, c'est logique? Hein? Vous commettez des bévues ici au Congo, vous êtes protégé par l'autre pays. Ce n'est pas du tout normal. Vous êtes Congolais, oui, vous restez Congolais. Mais vous n'êtes pas Congolais, bénéficiez des avantages de votre nationalité. Parce que lorsque vous avez pris cette nationalité-là, vous aviez des avantages. Restez avec vos avantages que le Congolais ne va pas vous ravir. Mais ne venez pas nous emmerder avec votre double nationalité. Et donc les 2 nationalités nous amènent. Parfois même 3. Hein? Parfois même 3 nationalités vous en avez. Oui. Vous venez nous emmerder ici pour dire que je suis Congolais, je suis Congolais. C'est des Congolais quand même d'origine. Non, vous revenez au Congo, abandonnez cette autre nationalité. On ne va pas vous rejeter. Vous êtes Congolais d'origine. Où que vous alliez, vous restez Congolais. Parce que le sang congolais va vous poursuivre. Mais seulement, nous voulons garantir l'État. Hein? Vous avez vos doubles nationalités. Ok, votre double nationalité. Ok, revenez au Congo, travaillez comme entrepreneur. Personne ne peut vous refuser de travailler comme entrepreneur. Mais pourquoi
Vous venez avec votre double nationalité nous emmerder dans les structures étatiques. D'accord. Madame Marie-Claire Assoumini, nous poursuivons cette émission. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que nous sommes avec une candidate députée nationale à la circonscription de la Lukunga, Madame Marie-Claire Assoumini, candidate numéro 796. Madame, comment se déroule votre campagne électorale? Vous avez des concurrents, on parle même de gros poissons dans cette circonscription électorale. Comment vous vous en sortez? Comment ça se passe? Il y a des gros poissons, bien sûr, par rapport à ceux qui les considèrent comme gros poissons. Okay. C'est par rapport à ceux qui les considèrent comme gros poissons. Mais pour moi, je vois des candidats qui cherchent du travail. Qui sont vos concurrents? Ils sont mes concurrents, mes adversaires, au niveau politique. Mais ils ne sont pas mes ennemis. Vous avez le même employeur. Le même employeur qui sera l'État congolais. Et le même employeur qui sera la population congolaise qui va nous donner ce mandat-là d'aller au Parlement. Alors, moi, ils ne me font pas peur. Vous pouvez être gros poisson, gros calibre, comme vous les appelez, mais tant qu'ils reviennent chercher le mandat auprès du peuple, ils ne sont pas gros poissons, nous sommes tous petits poissons devant le peuple congolais. Mais comment vous faites pendant cette campagne? Vous donnez aussi des polos? Je n'ai pas... des polos, j'en ai fait, mais à un nombre vraiment réduit pour mon équipe de campagne. Hein? Je ne pense pas avoir conçu plus de 250 polos. C'est vraiment un nombre réduit. Vous apportez les discours alors? J'apporte le discours, mes idées. Et nous faisons la campagne de proximité. Porte à porte. Porte à porte. Je vous parle, je vous explique mon projet. Peut-être pas individuellement, mais on peut dire par exemple, je regroupe quelques personnes, je leur explique ce que je pense. Il peut y avoir une personne de mon équipe qui peut aller voir un groupe, expliquer notre projet. Hein? C'est comme ça que nous faisons notre campagne. Nous n'avons pas, même si j'en avais les moyens, mais c'est pour moi, ce que j'ai gagné de manière professionnelle, j'ai donc un pincement au cœur pour pouvoir les jeter. Hein? Bon, en donnant à l'électorat, ce n'est pas jeter, mais le dépenser abusivement, ce n'est pas correct. L'argent que vous gagnez difficilement, vous devez savoir comment le dépenser. Justement. Donc on ne peut pas aller avec les moyens, les maigres moyens que nous avons en tant que fonctionnaires, aller faire des tapages partout. Et vous pensez que toutes ces personnes qui viennent vous voir quand vous faites du tapage là, ils vont vous voter? Je ne pense pas. Parce que ce sont les mêmes personnes qui, par exemple, aujourd'hui, on dit le président de la République va aller au stade, ils sont là, avec les t-shirts, effigie, président de la République. Quand on dit que c'est Moïse Katumbi qui va faire son meeting, les mêmes personnes sont là. Vous pensez que Moïse est venu avec une autre population à Kinshasa, en dehors de ceux qui étaient ici pour son meeting? Non, ce sont les mêmes personnes. Lorsqu'on appelle Fayoulou au meeting, et quand Fayoulou appelle la population, ce sont les mêmes personnes. Est-ce que ces mêmes personnes auront 3 votes? Non, ils vont voter une seule personne. Donc voilà pourquoi la campagne là avec beaucoup de bruit, moi ça ne me va pas. Les candidats présidents de la République ont le droit de le faire parce qu'ils doivent se faire connaître, ils doivent nous apporter leur discours, leur programme d'action pendant les 5 ans à venir. Les présidents, vous avez dit, nous sommes au moment de la campagne, les candidats présidents qui ont le droit de faire des gros bruits comme vous avez dit. Mais pour vous, je vais vous poser une question un peu générale. Vous voulez qu'on consolide les acquis ou bien on repart à zéro? Ah, là, c'est une question tendacieuse. Mais en tant qu'administratif, parce que j'ai fait pratiquement 34 ans dans l'administration publique, donc je connais ce que c'est l'administration, il y a toujours la continuité de l'État. Justement. Si aujourd'hui ce n'est pas moi, cela ne veut pas dire que celui qui viendra demain ne peut pas faire quelque chose. Donc il faut savoir accepter que l'autre aussi peut quelque chose. Alors, parler de conserver les acquis, si on donne 5 ans encore pour conserver les acquis, mais les 5 ans vont finir. Justement. Et après, on va conserver quoi? Voilà pourquoi moi je demande aux Congolais de voter utile. Vous voulez conserver les acquis, c'est vous.
Moi, ne me posez pas cette question-là parce que le vote est secret. Je vous dis que le vote est secret. Je voterai pour le président que moi-même je vais choisir. Mais j'aurais pu penser voter pour une femme, mais je n'entends pas le discours de mes sœurs, mais j'aime bien porter ma voix pour une femme. Pour une femme. Ouais. Mais bon, on tend déjà vers la fin de cette émission, mais avant de vous donner la parole pour vous adresser à vos potentiels électeurs, comment analysez-vous la situation générale du pays sur le plan politique, économique et même en quelques mots, même sécuritaire surtout, puisque c'est surtout la situation sécuritaire qui préoccupe au plus haut point vraiment nos frères de la partie est du pays. Sur le plan économique, je dirais que la situation est catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, le dollar, nous l'achetons à 2700 francs pratiquement. Hein? Donc, celui qui avait un salaire de 300 000, par exemple, comme 150 $, aujourd'hui, il n'a que 100 $. Hein? Donc, et les biens sur le marché ont des prix qui ont galopé par rapport à la variation du taux du dollar. Donc au niveau économique, la situation est vraiment chaotique pour la population qui doit vivre cela. Et ça, je parle surtout à Kinshasa, où on peut encore parler de celui qui touche 100 $ ou 150 $. Mais si vous allez dans le Congo profond, ces gens-là sont maintenant incapables de s'approvisionner en toutes choses. Parce que les routes, nous n'en avons pas. Il n'y a pas de bateaux. Hein? Les nières qui font le fleuve Congo d'ici à Kisangani ont toujours des problèmes. Donc, les ponts, il n'y en a pas assez. Hein? Et quand on vous montre les routes au niveau du Congo profond, à l'intérieur du pays, c'est catastrophique. Et à cela, maintenant, on y ajoute l'insécurité. Cette insécurité, ce n'est pas seulement dans les zones où il y a les milices, où il y a des combats. L'insécurité est maintenant partout. Imaginez-vous, vous êtes dans un tronçon routier où vous devez vous embourber avec votre moto. Pour ceux qui font l'intérêt, c'est souvent par les motos qui transportent leurs marchandises. Vous vous embourbez dans une zone où vous n'avez pas de secours et vous avez la marchandise. Vous êtes sûr que vous allez en sortir vivant? C'est un problème. Et maintenant, parlons de là où il y a l'insécurité. Ces gens-là vivent une misère indestructible. Au début, là, quand il y a eu des déplacés vers le centre de Goma avec des ONG locales, j'ai essayé d'intervenir par mes petits moyens pour essayer d'aider. Quand on nous posait les problèmes, il faut acheter ceci, il faut acheter cela. On voyait toujours avec des petits moyens comment envoyer à cette organisation-là pour pouvoir aider. Ils amenaient parfois des médicaments, ils amenaient des biens de première nécessité, donc le riz, le lait, hein, des petites histoires du savon à ces personnes-là. Mais est-ce que dans ce pays, les Congolais doivent vivre cela? C'est le devoir du gouvernement de pouvoir subvenir aux besoins de ces gens-là. Est-ce que nous devons attendre que le HCR vienne au secours de cette population-là alors que nous avons un gouvernement qui travaille, alors que nous avons des institutions qui sont là, hein, des institutions dont nous disons qu'ils sont budgétivores. Vous parlez de l'échec de la classe politique congolaise. Oui, les Congolais, la classe politique a vraiment échoué à ce niveau-là de la sécurité de notre pays. Les gens se tuent inutilement. Hein? Et tout cela, c'est parce que nous, les politiques, nous amenons des discours de la haine. S'il n'y avait pas le discours de la haine, il faut arrêter le discours de la haine. Monsieur le journaliste, tel que je suis là, je suis mère d'une grande famille. Dites-moi, j'ai des enfants qui sont mariés au Kasaï. J'ai des enfants qui sont mariés au Bandundu. J'ai des enfants qui sont mariés au Bas-Congo, à l'Équateur, donc des enfants, neveux et nièces qui sont autour de moi. Même mes propres enfants, aucun de mes enfants n'est marié à un originaire de ma province d'origine. Aucun de mes enfants. Je suis dans la course des élections. Mes suppléants, j'en ai pris une du Bandundu et une de l'Équateur. Ils ne sont pas de ma famille. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées dans la vie. Ce sont des amis à qui je fais confiance. Maintenant, pensez-vous qu'avec ce que je viens de vous décrire là comme famille, je prendrai parti de quel côté?
Parce que de ces petits-enfants que j'ai, de toutes ces personnes-là, il y a mon nom qui circule partout là-bas. Maintenant, je vais rejeter mon petit-fils ou bien ma petite-fille qui est kassaïenne, ou je vais rejeter celui qui est du Congo central ou du Bandundu. Voilà pourquoi nous devons bannir le tribalisme et vivre dans l'unité. Vivre dans une unité parfaite. Malgré nos différences, nous devons vivre dans l'unité. Parce que le Congo, c'est notre seul héritage. Les tribalismes, comme vous venez de le dire, peut permettre aussi à la République démocratique du Congo de résoudre ces problèmes d'insécurité. Nous tendons vers la fin de cette émission. Madame Marie-Claire Assoumini, vous regardez votre caméra et vous vous adressez à vos potentiels électeurs. Je suis Marie-Claire Assoumini Rachidi, candidate à la députation nationale circonscription de Lukunga, numéro 796. Je viens vers vous, la population de Lukunga, solliciter votre vote. Votez pour Marie-Claire Assoumini, elle ne va pas vous décevoir. Je suis maire, je suis responsable, je lutte pour les intérêts des plus vulnérables parce que moi-même, j'ai été vulnérable à une période donnée de ma vie. J'ai grandi orpheline, je connais la souffrance des orphelins. J'ai élevé mes enfants presque seul, je connais la souffrance de veuve parce que j'ai perdu mon mari. Je sais ce que la veuve peut endurer. Je vis à côté des plus vulnérables qui sont les familles des militaires. Je connais leur souffrance. Alors, si vous me donnez votre suffrage, en tout cas, Marie-Claire Assoumini ne va pas vous décevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Marie-Claire Assoumini, candidate au député national à la circonscription de la Lukunga, candidate numéro 796. Elle était l'invitée de Pourquoi vous aujourd'hui, Pourquoi vous, que j'ai eu l'honneur de présenter avec mon confrère Fiston Oleko. Merci d'avoir été là. Merci. À vous aussi, à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci aussi. Et à vous, fidèles téléspectateurs, restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Et pourquoi vous, je vous retrouve très prochainement.